Figaro Live, bonjour, il est 11h11, ça vous a peut-être échappé, le paquet de cigarettes vient encore d'augmenter et depuis que Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir, c'est la 6e augmentation et ce n'est pas près de se terminer, comme l'expliquait dès le départ Édouard Philippe. On l'écoute. En matière de lutte contre le tabac, là encore, il nous faut assumer des choix courageux. Chaque année, le tabac en France entraîne plus de 80 000 décès. C'est la première cause de mortalité évitable et la consommation quotidienne de tabac augmente chez les adolescents. Ne rien faire est exclu. Nous porterons progressivement le prix du paquet de cigarettes à 10 € en luttant sans merci contre les trafics qui minent cette politique de santé autant qu'ils fragilisent ceux qui respectent la loi. Alors, question, faut-il passer le prix du cigarette à 10 € comme le veut le gouvernement? Nous, c'est la question qu'on vous pose sur Twitter. Hashtag Figaro Live, hashtag les décrypteurs. Bonjour Loïc Josserand. Bonjour. Vous êtes médecin, professeur de santé publique et, je le précise, président de l'Alliance contre le tabac. Vous êtes un peu jugé parti dans cette affaire. Complètement. Je l'assume. Est-ce que la hausse du prix du tabac est vraiment bonne pour la santé? La hausse du prix du tabac est un des éléments essentiels de la lutte contre le tabagisme. C'est un des leviers les plus efficaces pour réduire le nombre de fumeurs. Alors réduire le nombre de fumeurs, mais également, et ça c'est extrêmement important. Et c'est ça qui est bon pour la santé, c'est réduire le nombre de fumées. Réduire le nombre, c'est évidemment bon. À l'échelle individuelle, c'est bon pour le fumeur, de s'arrêter de fumer. Il n'y a rien de mieux en matière de santé. Alors peut-être qu'on peut poser une question aux internautes d'ailleurs maintenant. Est-ce que c'est parce que le prix du tabac augmente que vous arrêtez de fumer? Ça, on aimerait bien avoir vos témoignages. Alors, je redémarre. Effectivement, c'est excellent en termes de santé de s'arrêter de fumer, bien évidemment. Donc, le prix va limiter va réduire le nombre de fumeurs, mais va aussi, et ça c'est extrêmement important, faire en sorte que les jeunes ne commencent pas à fumer. Ça, c'est le deuxième effet. Parce qu'il faut absolument pas. La première cigarette. Et ça, ne pas rentrer dans le tabagisme est certainement un élément majeur de la lutte contre le tabac. Oui, arrêter de remplir le tonneau. Voilà. Effectivement, on se souvient, il y a 20 ans, Chesterfield faisait une promotion paquet à 10 francs. Effectivement, c'est comme ça qu'on est passé à Chesterfield. Voilà. Mais peut-être parce qu'on fumait déjà avant. Ça, c'est un autre débat. Ou qu'on y est arrivé aussi parce que c'était pas cher. Alors, ça, c'est encore un autre sujet d'émission. On ne l'abordera pas aujourd'hui. Est-ce que la hausse du prix du paquet de cigarettes fait reculer la consommation de cigarettes? Ça, je vous entends bien. Est-ce que ça fait reculer la consommation de tabac, de façon générale? Ça fait reculer la consommation de tabac. Il y a une condition extrêmement importante même les cigarettes à rouler. Mais alors, tout se tient. C'est-à-dire que cette augmentation de prix doit justement être suffisamment conséquente et rapide pour avoir un effet. On le voit très bien dans une histoire assez récente, entre 2005-2010, le prix n'a que très peu augmenté ou de façon extrêmement progressive. On va voir justement l'évolution de la consommation a été quasiment stable et n'a pas reculé malgré ces hausses extrêmement légères. Donc c'est bien la preuve qu'une augmentation doit être massive et la réduction de consommation et le recul de cette consommation, effectivement, ne s'est marqué qu'à l'occasion d'augmentations de prix extrêmement rapides et importante. C'est ce qui s'est passé dans le premier plan cancer en 2003-2004 et c'est, j'espère, ce qu'on va à nouveau voir comme effet actuellement avec cette augmentation, même si on peut regretter qu'elle se fasse en trois fois et pas de façon plus rapide. On va y revenir justement dans une deuxième partie. Je vous pose un peu la question différemment. Ouais. Est-ce qu'avec une cigarette plus chère, est-ce qu'avec une cigarette trop chère, on arrête de fumer ou on change d'addiction ? Alors pour un certain nombre et pour une grande majorité de gens, je pense qu'on va arrêter de fumer. Il y a pas on ne vit pas forcément dans la recherche. Il n'y a pas de statistiques encore? Non, je ne sais pas ce que vous entendez par autre addiction. Est-ce qu'on va se mettre à jouer? Est-ce qu'on va se mettre à jouer? Est-ce qu'on va se mettre à boire? Est-ce qu'on va se mettre à manger davantage? Ou des addictions plus graves, par exemple, comme la drogue, comme le cannabis? Je pense pas. Non, je pense pas qu'on passe comme l'alcool. Du tabac. Je pense pas qu'on passe du tabac au cannabis de façon systématique. C'est quand même des populations qui sont complètement différentes. Je pense pas non plus qu'on passe du tabac à l'alcool juste pour avoir une addiction. Je pense pas. Le tabac est très particulier. En plus, il fait partie et l'industrie du tabac se bat depuis des décennies pour normaliser au maximum le tabac, pour faire rentrer le tabac
dans notre vie quotidienne, je ne pense pas qu'il y ait d'autres addictions qui soient aussi présentes et aussi visibles dans notre environnement. Là, c'est plutôt l'inverse. Ce qui s'est passé, c'est qu'avant, le tabac était plus dans la vie quotidienne et il en est progressivement sorti. On ne le voit plus dans les films, on ne le voit plus dans les lieux publics. On ne le voit plus dans les films, je n'irai pas jusque-là, quoi. Reprenez. Oui, enfin non, même pas. On a eu quand même la polémique sur les tontons flingueurs. On s'est demandé même si on allait les voir fumer. Oui, non, mais ça, il y a quelques histoires un peu fumeuses, si vous me passerez le jeu de mots, autour du tabac dans l'expression artistique, qui sont très régulièrement, en réalité, orchestrées et montées de façon justement à faire croire qu'on est des censeurs qui voulons absolument tout interdire, et notamment les images historiques. On ne reviendra pas sur Tati, ni sur les tontons flingueurs, quoi. Ni sur Jacques Chirac en train de fumer en une. Ça ne va pas assez loin, d'après ce que vous me dites. Est-ce que les cigarettes de contrebande ne sont pas encore pires pour la santé? Alors, les cigarettes de contrebande, faut bien voir que la contrebande est quelque chose d'assez particulier et l'industrie du tabac est en grande partie mêlée à ces histoires de contrebande. Il faut bien voir qu'une machine à fabriquer des cigarettes, une cigarette, c'est un produit extrêmement complexe à fabriquer et on ne trouve pas, vous ne trouverez pas sur le Bon Coin une machine à fabriquer des cigarettes industrielles, quoi. Ça n'existe pas. Ce sont des usines. Ce que vous allez dire, c'est que s'il y a des cigarettes de contrebande, c'est qu'il y a des industriels qui fabriquent derrière la question, et qui organisent la chose. Une réponse ça a été montré à différentes reprises. Une réponse rapide, Loïc Josserand. Est-ce que ces cigarettes de contrebande sont pires pour la santé que les cigarettes qui sont en vente libre dans le tabac? C'est sensiblement la même chose, quoi. Enfin, elles sont fabriquées sur les mêmes principes, elles sont fabriquées avec le même tabac, elles sont fabriquées avec les mêmes éléments. Il n'y a pas de cigarettes de contrebande particulière de mauvaise qualité, comme on peut trouver des capots de voitures qui ne se déformeraient pas et qui tueraient les gens, ou des faux médicaments. On n'a pas, dans la fabrication de cigarettes, on n'a pas ce genre de produit complètement défectueux. Un filtre, de toute façon, c'est un pis-aller qui ne change absolument pas la toxicité d'une cigarette. Donc il n'y a rien. De toute façon, la cigarette est un produit toxique et est un produit qui va tuer ses consommateurs. Donc une cigarette, même de contrebande, pas tenter qu'elle soit fabriquée par autre chose qu'un industriel du tabac, de toute façon, sera aussi dangereuse et ne peut pas être moins dangereuse qu'une cigarette, même fabriquée par un industriel, quoi. Merci pour ces premières précisions, Loïc Josserand. Je rappelle que vous êtes médecin, professeur de santé publique et, je le précise, président de l'Alliance contre le tabac. On va revenir sur toutes ces questions. Il y a d'autres questions qui sont posées. Vous êtes nombreux à nous rejoindre. Je salue notamment Sylvie, Ben, Vanille, Julie. Sylvie qui nous dit non, ça ne sert à rien d'augmenter le prix du tabac à 10 €. Pourtant, vous êtes une majorité à répondre que oui, il faut le faire. Non, ça ne sert à rien car en Allemagne, on va les acheter ou on les fait soi-même. Eh bien justement, c'est l'une des questions qu'on va sur laquelle on va continuer de revenir. Merci beaucoup pour ces premières précisions. Alors, le 1er novembre prochain débute une opération, ce sera le mois sans tabac. C'est l'une des initiatives qui est lancée avec les pouvoirs publics, mais le gouvernement en a d'autres et il a plein d'arguments, plein de mesures, notamment le remboursement des substituts nicotiniques. Et c'est encore une fois Édouard Philippe qui en fait la promotion. Votre médecin pourra vous prescrire ces substituts nicotiniques et vous pourrez en obtenir le remboursement comme n'importe quel médicament. C'est à la fois une question d'égalité très réelle devant l'accès à un traitement qui coûte cher, mais aussi une question d'équilibre. D'un côté, on augmente le prix du paquet de cigarettes, mais de l'autre, on facilite l'accès au traitement de substitution. Il ne s'agit donc pas de taxer pour punir, mais inciter, orienter en offrant une vraie solution. Je le dis aux 6 millions de Français fumeurs qui veulent arrêter, c'est le moment de passer à l'acte. Bonjour Yvan Le Tessier, je ne vous demande pas si vous êtes fumeur, je précise simplement que vous êtes le rédacteur en chef adjoint du service entreprise au Figaro Économie. D'abord un point sur la nouvelle hausse, de quoi parle-t-on, de quoi s'agit-il? En France, tous les 2 mois, les industriels du tabac soumettent au ministre du Budget et au ministre de la Santé une nouvelle liste de prix. Ils ont la possibilité d'augmenter leurs tarifs et ces listes de prix, pour être valables, et là elles entrent en vigueur aujourd'hui chez les buralistes, doivent être validées par la ministre de la Santé et par le ministre du Budget. Donc ce que vous êtes en train de me dire, c'est que la hausse que l'on connaît aujourd'hui n'est pas une hausse qui est exigée par l'État. L'État ne décide pas des prix. Les prix sont libres en France, ce sont les industriels qui décident des prix. Pour les inciter à augmenter le prix, le seul outil dont dispose l'État, c'est d'augmenter les taxes. Ce qu'il a fait en mars dernier et ce qu'il fera en mars prochain.
Donc pas là, pas en ce moment. Donc c'est les industriels. À l'heure actuelle, les taxes n'ont pas augmenté. Elles ont très fortement augmenté 1er mars, c'était le premier choc fiscal. Elles augmenteront une nouvelle fois très fortement en mars prochain, où là, on peut s'attendre à une augmentation de 50 centimes d'un coup du prix de cigarette. Ça sera peut-être moins, peut-être plus. Ce sont les industriels qui le décideront. L'incitation de l'État à les faire augmenter le prix, c'est d'augmenter les taxes. Et ensuite, les industriels choisissent de répercuter la totalité des hausses de taxes sur les consommateurs ou d'en prendre une partie à leur charge, de réduire leurs profits et d'augmenter un peu moins qu'ils ne devraient si vous voulez maintenir leurs profits. De ne pas impacter complètement la hausse des taxes sur le prix des paquets. Pourquoi les industriels veulent augmenter ? L'objectif des industriels du tabac, c'est de maximiser leurs profits. La France est un marché historiquement où le marché du tabac stagnait, et donc leur objectif, c'était de gagner un peu plus sur chaque paquet pour continuer à apporter plus de profits à leurs actionnaires. Il se trouve que depuis le début de l'année, ils ont choisi l'inverse, ils ont réduit leurs profits pour limiter la hausse des prix, qui a été quand même très forte en mars dernier, qui sera très forte en mars prochain, mais la hausse a été réduite par rapport à ce qu'elle aurait pu être si les industriels avaient voulu garder les mêmes profits qu'auparavant. Alors justement, on va essayer d'y voir un petit peu plus clair avec tout ce que vous dites, c'est vraiment très intéressant et c'est assez surprenant, assez inattendu en fait. On entend beaucoup de choses sur le tabac, on entend beaucoup d'idées reçues, on va essayer d'en faire litière et à jouer à vrai ou faux. On dit que la hausse du prix des cigarettes profite plus à l'État qu'à la santé, vrai ou faux ? Depuis le début de l'année, le prix des cigarettes a augmenté de 50 centimes en moyenne. En volume, les ventes chez les buralistes ont baissé de quasiment 10% sur les 9 premiers mois de l'année. Et l'État avait prévu dans le budget que cette année, il gagnerait 500 millions de recettes fiscales supplémentaires par rapport à l'an passé. Et il est très bien parti pour y parvenir, puisque au premier semestre, il a déjà gagné 350 millions d'euros de recettes fiscales en plus par rapport à l'an dernier, si on ajoute TVA et droits d'assises, sur 17 milliards d'euros. C'est le côté paradoxal, c'est il y a moins de gens qui achètent de cigarettes, mais le marché du tabac rapporte beaucoup plus à l'État. On vient de voir à l'instant un graphique qui sont les chiffres de l'Observatoire des drogues et de la toxicomanie et qui montre que ces hausses rapportent moins à l'État qu'elles n'en coûtent, en tout cas que coûtent justement les fumeurs. On reviendra sur cette question dans une deuxième partie. On dit que la hausse des prix des cigarettes profite à la contrebande. Vrai ou faux ? Nous n'avons pas encore les chiffres cette année. Historiquement, depuis plusieurs années, le marché de la contrebande, une cigarette fumée sur 4 en France n'est pas achetée chez les buralistes, mais ailleurs que chez les buralistes. Ça peut être la contrebande, on en voit dans certains quartiers de Paris. Ça peut être les Français qui reviennent de voyage et qui rachètent. Qui vont en Andorre, qui vont en Andorre ou qui reviennent d'avion et qui achètent en duty free. Tout ça, c'est une cigarette sur 4, parce que le paquet aujourd'hui de Marlboro est à 8 € en France, il est à 5 € en Espagne. C'est très facile pour des gens qui sont fumeurs ou qui veulent revendre à des fumeurs en France d'aller s'approvisionner moins cher dans d'autres pays. Réponse courte, s'il vous plaît, Yvan. On dit que la hausse du prix du tabac conduit les bureaux de tabac à mettre la clé sous la porte. Vrai ou faux ? Ça a été le cas dans le passé, ça n'est plus le cas aujourd'hui. Les bureaux de tabac sont en train de changer de modèle économique, de proposer bien d'autres choses que les seules cigarettes. Et il y a de nouveaux entrepreneurs qui rachètent des bureaux de tabac et qui font évoluer le modèle. Il y a aujourd'hui toujours un petit peu de bureaux de tabac qui mettent la clé sous la porte, mais beaucoup qui changent de modèle. Vous nous direz peut-être dans une deuxième partie comment. Toute dernière question, on dit que la hausse du prix du tabac ne touche pas tant que ça les revenus des fabricants de tabac. C'est ce que vous sembliez nous dire tout à l'heure, notamment quand on voit justement ces hausses. Depuis le début de l'année, Marlboro en tête, Philip Morris en tête, a choisi de limiter la hausse des prix, et ce qui a, selon nos estimations, grévé d'un tiers à la moitié de leurs profits réalisés en France. Donc ça a un impact. Ça a un impact cette année pour les filiales françaises des industriels du tabac qui, au niveau mondial, restent toujours très, très, très rentable.
Merci beaucoup pour toutes ces précisions, également passionnantes, assez inattendues. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef adjoint au service entreprise du Figaro Économie, et on reviendra justement peut-être dans une deuxième partie sur cette question du modèle économique des débitants de tabac. Faut-il augmenter le prix du paquet à 10 €? C'est l'intention du gouvernement, c'est également la question qu'on vous pose sur Twitter, #Figaro Live, #les décrypteurs. Vous êtes nombreux, plus nombreux que d'habitude, à voter, et pour l'instant, vous êtes une majorité à répondre oui. Dites-nous pourquoi et continuez à commenter, notamment Franck qui nous dit qu'ils peuvent le mettre à 20 €, il y aura encore plus de contrebande. Eh bien, on verra justement, on débattra tout à l'heure avec notre décrypteur pour savoir si c'est vrai ou faux. Il y a une autre question qui est posée, c'est celle justement des consommateurs pauvres. On s'aperçoit que beaucoup de personnes qui fument sont sous le revenu médian. Quel impact peut avoir justement ces hausses sur ces personnes-là? On va voir ça. D'ici là, je vous propose d'écouter justement ce que préconise l'OMS sur le sujet. The protocol to eliminate illicit trade in tobacco products is a game changer because it addresses one cost-effective supply reduction measure, and it reduces consumption, especially from special groups like young people and low socioeconomic population. Bonjour Philippe Rehel. Bonjour. Vous êtes tabacologue et membre du comité scientifique de SOS Addiction. Vous êtes également un peu jugé parti aussi dans cette affaire, mais vous êtes également économiste de la santé. Justement, on a vu un graphique tout à l'heure qui montrait la hausse combien la hausse du prix du tabac pouvait rapporter à l'État, mais combien les fumeurs pouvaient coûter à l'État. Alors, je précise que cette statistique qu'on voit actuellement, elle vient également d'une association, enfin d'un organisme qui est chargé de la lutte contre le tabac et contre les addictologies, c'est l'Observatoire des drogues et de la toxicomanie. On constate donc que la Sécu est à l'équilibre. C'est notamment ça, grâce à l'augmentation du prix du tabac ? Non, pas du tout. La Sécu est à l'équilibre parce que nous sommes en période de croissance économique améliorée, on va dire. Bon, je vous coupe. Est-ce que l'augmentation du prix du tabac a un impact sur les comptes de la Sécu? C'est ça la question. Non, aujourd'hui, disons que ce qui est prélevé par la collectivité va à 2/3 à la Sécu. Donc ça diminue le coût, mais la Sécu dépense plus pour soigner les fumeurs qu'elle ne perçoit d'argent de cela. En quoi elle dépense ? Un fumeur coûte très cher les cancers du poumon, les infarctus, les AVC, enfin, toutes ces maladies qui sont en grande partie dues au tabac. Pardonnez-moi, je n'ai pas l'intention de faire l'avocat du diable, mais dans un infarctus, il n'y a pas forcément que le tabac qui peut rentrer en ligne de compte. C'est le facteur numéro 1, 2 ou 3, sur 9. Voilà, et c'est un facteur très très important. Ceux qui ne fument pas et qui ont des infarctus, la cause est ailleurs. Bien sûr, non, mais ça c'est connu, mais c'est multifactoriel. Alors disons, si vous voulez rentrer dans le détail, très schématiquement, le cancer du poumon, il y en a 9 sur 10 qui sont dus au tabac. L'infarctus, on va dire pour faire simple que c'est 1/3 à la moitié qui vont être liés au tabac. Je reviens au sonore qu'on vient d'entendre. On constate que beaucoup de fumeurs sont sous le seuil de pauvreté. Est-ce que ces augmentations n'augmentent pas, n'amplifient pas cette pauvreté ? Oui, c'est évident et c'est à déplorer. C'est un problème que l'on rencontre partout dans le monde. Les milieux les plus pauvres sont ceux qui mettent le plus de temps à quitter les mauvaises habitudes de santé. Mais c'est vrai aussi bien pour le tabac que pour la nutrition. L'obésité touche plus les milieux pauvres. Donc c'est une réalité, quel que soit le domaine de santé. Alors, est-ce que c'est justement cette augmentation du prix du tabac, du prix de paquet de cigarettes, c'est pas un angle mort, justement, le problème de la pauvreté des consommateurs pauvres? Ça va les pénaliser financièrement et on peut espérer que quand vous prenez... Est-ce que ça les dissuade? Quand vous prenez une population, vous ne pouvez pas dire « la population va faire ça ». C'est une partie de cette population qui va être dissuadée, oui, très nettement, et puis une autre partie qui va sacrifier d'autres dépenses. Les deux comportements vont s'observer. Est-ce qu'une cigarette pleine de nicotine, on le sait, c'est mauvais? On l'a compris, on veut bien, à la rigueur, on l'admet. Mais est-ce que, par exemple, des produits qui ont un tabac qui est mieux manufacturé, je pense à un bon cigare, du tabac à pipe, une vaporette, par exemple, est-ce que ce n'est pas un peu meilleur pour la santé?
Non, mais là, il faut vraiment pas. Il faut comprendre une chose très simple, c'est que la combustion du tabac et la combustion de toute plante, finalement, va produire des goudrons qui vont donner ces cancers, qui va produire des particules fines pour les problèmes respiratoires et de monoxyde de carbone pour l'infarctus. Donc, dès lors que vous fumiez, quoi que vous fumiez, que ce soit du cigare, du tabac roulé, des cigarettes, c'est mauvais. Et c'est la grosse différence avec des produits qui ne contiennent que de la nicotine et de la vapeur, qui, eux, peuvent aider les fumeurs à arrêter de fumer. Est-ce que les addictions ont baissé, les addictions en général ont baissé avec l'augmentation du prix du tabac? Oui, bien sûr, mais ça a été rappelé avant, oui, dans le plan Chirac, les 2 années où il y a eu une augmentation de 25%. Le plan Chirac contre le cancer. Oui. On a eu 2 années, une année à plus 25% et une deuxième année à plus 20%, et à chaque fois, le nombre de fumeurs a chuté. Est-ce que, nous dit Tom, question, est-ce qu'une chicha est vraiment plus nocive que des cigarettes? C'est aussi dangereux, c'est de la combustion, c'est toujours la même chose. Merci pour ces premières précisions, Philippe Prel. Je rappelle que vous êtes tabacologue et membre du comité scientifique SOS Addiction. Est-ce qu'il faut augmenter le prix du paquet de cigarettes à 10 €? C'est la question qu'on vous pose sur Twitter. C'est l'objectif du gouvernement. Pour l'instant, vous êtes une majorité encore à répondre oui. On reste aux alentours de ces 58%. On approche des 60%. Vous continuez à voter. Le débat continue. On vous le disait en début d'émission, à partir du mois de novembre débute une nouvelle opération, le mois sans tabac. En novembre, donc, voici ce qui vous attend en clip, en live, en VOD et sur tous vos écrans. Nous sommes plus de 8 millions en France à vouloir arrêter de fumer. Et si on décidait d'arrêter tous ensemble? En novembre, on arrête ensemble. Parce qu'un mois sans fumer, c'est 5 fois plus de chances d'arrêter. Rejoignez le mouvement Moi sans tabac sur tabacinfoservice.fr. Comment un mois sans fumer peut donner 5 fois plus de chances d'arrêter? C'est un phénomène collectif et comme d'autres phénomènes collectifs, c'est utile. Donc c'est une très très bonne dynamique qui marche dans plusieurs pays et vivement que l'on continue. Alors on va prendre les questions des internautes et leurs commentaires. Je reprends donc justement ce que disait Sylvie tout à l'heure, qui disait ça ne sert à rien d'augmenter le prix du tabac parce qu'on va en Allemagne les acheter où on les fait soi-même. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est ce qu'on a observé depuis les dernières années, Yvan? Là, visiblement, depuis le début de l'année, les premières indications, c'est qu'il y a une hausse des ventes de cigarettes sur le marché parallèle. Donc, ce sont majoritairement des cigarettes qui sont fabriquées légalement par les industriels du tabac et qui sont destinées à d'autres pays et qui sont ensuite acheminées en France par des réseaux qui sont, pour le coup, là, des réseaux illégaux et qui sont vendus sous le manteau dans des quartiers type Barbès, où il y a même quelques semaines, un collectif d'artistes a installé sur les murs du métro une carotte signe des débitants de tabac pour illustrer le fait qu'il y avait un marché parallèle qui s'était installé de façon pérenne ici. Et a priori, oui, si on peut acheter un paquet de cigarettes à 5 € à Barbès, on ne va pas aller l'acheter à 8 € chez le buraliste. Alors justement, la question, c'est la même personne qui dit « mais si c'est mauvais pour la santé, pourquoi ne pas arrêter la production ?» On n'arrête pas la production parce que justement, il peut y avoir ces effets pervers. Arrêter la production de tabac, quoi. Oui. Mais c'est quelque chose qui dépasse largement le contexte français, quoi. Le marché français représente quelque chose d'assez marginal dans le chiffre d'affaires et dans la production et dans la consommation mondiale de tabac. Ce qui se joue en plus en France, il faut l'avoir aussi bien en tête. L'industrie du tabac, pourquoi est-ce qu'elle se bat et qu'elle est aussi présente sur le marché français? À travers notamment les douanes, Bercy, il faut bien voir que tout ça c'est joyeusement noyauté par l'industrie du tabac. Noyauté, vous dites. Ah bah oui, non, mais sans aucune, et je le dis sans aucune vergogne, quoi. C'est un certain nombre de hauts fonctionnaires, au moment où on a privatisé la CITA, un certain nombre de hauts fonctionnaires qui était l'autorité de régulation du tabac. Qui était l'autorité de fabrication du tabac. Voilà, qui fabriquait qui était un monopole, qui était un monopole de l'État et qui fabriquait cigarettes et allumettes notamment. La CITA a été privatisée. Donc c'était d'ailleurs le CITA, c'est devenu la CITA. Cette société, donc il y a un certain nombre de hauts fonctionnaires douaniers qui sont passés
dans cette nouvelle entreprise privatisée, qui ensuite, au gré des rachats et des évolutions, ont suivi et qui, depuis quelque temps, sont tous revenus, ou un certain nombre d'entre eux sont revenus à Bercy récupérer leur rôle de douanier et de haut fonctionnaire. Donc, et un certain nombre de choses que l'on voit ou que l'on voit passer au niveau de l'industrie, et on voit très bien qu'il y a des liens effectivement qui existent, qui sont là et qui sont avérés et qu'on connaît tous les deux sans aucun problème, quoi. Donc, ce qui se joue sur le marché français, en réalité, c'est l'image, la régulation, et le marché français, et la France est régulièrement un exemple de choses et d'éléments à suivre en matière de lutte contre le tabac. Donc perdre ici en Europe, comme ils ont perdu en Australie, c'est la porte ouverte à des régulations plus fortes dans d'autres pays où, pour le moment, il n'y a aucune régulation et où c'est open bar pour l'industrie. Donc le marché français, c'est peanuts en valeur, hein. Quand on va dans les pays du sud-est asiatique, c'est redoutable. Quand on va en Afrique, c'est redoutable. Donc là, ils gagnent de l'argent. Mais chez nous, ils se battent pour continuer à exister, quoi. Franck nous dit, dans le même ordre d'idée, ils peuvent le mettre à 20 €, il y aura encore plus de contrebande. Philippe Prel. Oui, évidemment, c'est sûr, il y aura aussi beaucoup moins de fumeurs. Vous n'êtes pas d'accord? Non, je ne suis pas complètement d'accord, quoi. Il y en aura peut-être un peu plus, je veux bien, mais je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un système qui est organisé. Si vous allez dans les pays nordiques, le prix du tabac est relativement élevé, plus élevé qu'ici, mais ce n'est pas pour autant qu'il y a une contrebande galopante. Et l'industrie du tabac est beaucoup moins présente, quoi. Oui, donc, mais peut-être parce qu'en Suède, c'est plus difficile. Si en Suède, en Norvège et en Finlande, tout le monde est sur la même longueur d'onde, c'est plus difficile d'aller faire de la contrebande, je ne sais pas, au Luxembourg. Mais alors, du coup, il y a effectivement il y a cette notion de contrebande qui est quelque chose de délictuel. Et puis, on a aussi ce qu'on évoquait tout à l'heure et qui est régulièrement mélangé, tous les achats légaux à l'étranger qui, là, sont autorisés par l'État et contre lesquels il faut effectivement, si l'État veut faire quelque chose, à ce moment-là, réglons ça. Mais là aussi, c'est un problème européen, quoi. La hausse du prix du tabac a un effet positif, donc nous disent justement beaucoup d'internautes sur le Figaro.fr. La hausse du prix du tabac a un effet positif sûrement pour les personnes qui vivent très loin des frontières. C'est-à-dire que les personnes qui vivent dans les zones frontalières ont plus tendance à aller de l'autre côté de la frontière pour aller jeter des cigarettes. C'est ce qu'on a observé déjà. C'est sur ces zones-là qu'effectivement le trafic transfrontalier a été le plus fort. Et c'est dans ces zones-là que, il y a une dizaine d'années, il y a eu des bureaux de tabac qui ont mis la clé sous la porte parce qu'ils ont perdu l'essentiel de leur business. Mais aujourd'hui, c'est surtout des réseaux mafieux qui acheminent, par exemple d'Algérie, des cigarettes qui sont produites essentiellement des Marlboro, puisque c'est la cigarette qui a la plus grosse part de marché en France. Donc elles sont achetées par des armées de petites mains qui ensuite les revendent, les acheminent par bateau, ça arrive à Marseille et ça remonte pour être vendu à Barbès sous le manteau. Et ça, ces réseaux sont bien sûr illégaux. Les douanes font ce qu'elles peuvent pour faire des saisies, mais elles en font, mais il y a toujours ces réseaux de revente illégaux qui subsistent. Une des figures majeures d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, qui s'appelle Mokhtar Belmokhtar, était d'ailleurs surnommé auparavant Mister Marlboro pour justement la réputation qu'il avait acquise dans le trafic des cigarettes. Alpha nous demande, un monde sans tabac, est-ce que c'est possible? Certainement, franchement, j'espère que je le verrai. Mais ce qui est vrai, c'est que toutes ces mesures, entre l'augmentation du prix du tabac, l'interdiction de fumer dans les lieux publics, l'interdiction d'exposer la cigarette dans certaines publications, a contribué, en tous les cas, à la diminution de la consommation de cigarettes. Alors, tout à fait. En fait, la bonne question pour moi, c'est pas est-ce que nous verrions, quand est-ce que nous allons le voir, mais comment accélérer ce mouvement. Je pense qu'on peut interdire encore dans d'autres lieux publics. Personnellement, je trouve que l'une des choses qui pénalise les fumeurs français, c'est l'autorisation dans les terrasses de café. C'est tellement agréable, donc tout le monde fume là, et on le voit bien. Et ça, on ne le voit pas dans d'autres pays. Donc on peut continuer cette voie-là, on peut aller plus loin, on peut aller plus loin sur le prix, on peut aller plus loin pour accompagner les fumeurs dans leur arrêt du tabac. Alors justement, moi c'est une autre question que je voulais vous poser. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe? C'est qu'à l'heure où l'usage du tabac est de plus en plus prohibitif, on parle de plus en plus de la légalisation du cannabis. Est-ce qu'il n'y a pas justement une contradiction, un paradoxe? Et on peut élargir d'ailleurs cette question sur justement la légalisation du cannabis.
Alors moi j'ai un avis sur la chose, je ne sais pas si on le partage, mais alors, je voudrais déjà revenir juste sur un petit point. Peut-on vivre dans un monde sans tabac ? Il ne faut pas quand même oublier qu'on a vécu très longtemps dans un monde sans tabac. Le tabac, c'est une histoire récente en Europe. Avant Christophe Colomb, il n'y avait pas de tabac en Europe. La Joconde a été peinte sans le pouvoir, de la nicotine, décrit régulièrement comme aidant la création artistique. Donc la Joconde, 1500, le tabac est arrivé en Europe après. Donc de toute façon, on a connu une Europe sans tabac et un monde sans tabac. Donc c'est Christophe Colomb qui a ramené ça des Amériques en 1492. Donc c'est pas quelque chose d'aussi récent que ça, d'aussi ancien que ça, et ancré chez nous. Et l'industrie a joyeusement, je reviens sur des termes un peu forts, mais orchestré le fait que le tabac fasse partie de notre vie. C'est quelque chose qu'elle a organisé, structuré, et un message qui aujourd'hui est complètement ancré. Bon, elle a très bien réussi. Le cannabis, bah oui, effectivement, on peut se poser la question, le cannabis, on le fume rarement seul, quoi. Donc de toute façon, on va entretenir et on va garder à nouveau un tabac et un tabagisme qui sera présent. Et pourquoi absolument vouloir maintenir les gens dans une dépendance, dans une addiction ? Et pour ce que disait M. Prel, effectivement, on aura de la combustion et on aura encore également des effets sanitaires importants, au-delà des effets cannabis déjà connus par ailleurs. Philippe Prel. Écoutez, j'ai pas de... Alors, par rapport au monde sans tabac, mais cet exemple est aussi vrai pour le sucre, qui est arrivé plus tard avec la canne à sucre et que l'on consomme toujours sur beaucoup. le cannabis plutôt. Oui, mais c'est une autre addiction. C'est une autre addiction. Il faut bien voir que jusqu'à présent, vous avez par exemple un pays comme la Chine n'a pas connu l'alcool, c'est un pays du thé. Mais maintenant, la consommation d'alcool explose en Chine. Donc on s'échange mutuellement nos dépendances, nos addictions entre pays. On est mondialisé. L'opium, ça venait plutôt de là-bas quand même. L'opium, oui, mais on a développé le marché de manière considérable et on y a contribué. Donc vous voyez, tout ça est mondial et il est clair qu'il faut avancer. Je pense sincèrement, je n'ai pas de boule de cristal. Mais je crois sincèrement qu'il faut former tous les professionnels contre toutes ces addictions et aider tous les fumeurs à en sortir et les jeunes à ne pas y rentrer. Et surtout, ce qui est dramatique, si vous parlez du cannabis, c'est tous ceux qui commencent avant l'âge de 15 ans, ça a des impacts terribles sur leur scolarité. Donc oui, il faut vraiment combattre cela. Une autre question qui se posait justement sur les modes de consommation alternatifs. On voit beaucoup la vaporette, la cigarette électronique qui se développe notamment au sein des entreprises. Question d'abord, est-ce que c'est une consommation, c'était une consommation de substitution ? Et peut-être une question pour vous également, Yvan, est-ce que justement ça représente un enjeu économique et pareil une substitution économique par rapport au manque à gagner ? Philippe Prel, après Yvan. Pour ce qui est, très clairement, il y a un certain nombre de fumeurs qui ont besoin, pour arrêter de fumer, de nicotine. Alors, soit ils prennent des substituts nicotiniques, et certains vont prendre leur nicotine avec la cigarette électronique, dans laquelle on a éliminé les produits de combustion. Alors, ceci est maintenant quelque chose qui est parfaitement utilisé par de très nombreux tabacologues, et aujourd'hui, je dirais que la très grande majorité des gens en France arrêtent de fumer avec de la nicotine. Et Tabac Info Service, nous dit cet internaute, me dit que la cigarette électronique, ce n'est pas bon non plus, on n'y comprend plus rien. Ah non, mais vous n'êtes pas allé sur la toute dernière version où les choses ont été clarifiées en disant que c'est un produit utile pour arrêter de fumer, qui répond clairement à un certain nombre de questions. Non, il faut aller voir la mise à jour de Tabac Info Service. Donc il y a un vrai marché. Pour les industriels du tabac, les systèmes de tabac à chauffer et les systèmes de vaporette sont un relais de croissance. Ils savent que le marché des cigarettes au niveau mondial, et en France en particulier, va décliner. Le leader du marché, Marlboro, Philip Morris International, va même jusqu'à dire publiquement depuis 2 ans qu'ils sont favorables à un monde sans cigarettes, sans fumée. On y croit pas. Ce qu'ils cherchent avant tout, c'est à pouvoir commercialiser leur système de tabac à chauffer. Mais c'est aujourd'hui leur principale préoccupation. Ils ont un système dont ils disent, puisqu'on chauffe le tabac à 300 degrés et qu'on ne le brûle pas, il y a 90% d'effets nocifs en moins. Et ils veulent pouvoir faire la promotion de ce produit, ce qui aujourd'hui, en France, est très peu possible. Et c'est pour ça qu'ils demandent au gouvernement de les laisser faire la promotion de ce système. Je vous donne la parole, Loïc Josserand. Juste une question subsidiaire. Est-ce que dans le modèle économique, dans le nouveau modèle économique des débitants de tabac, justement, ces substituts et ces vaporettes, ça rentre en ligne de compte ? Absolument.
depuis très récemment seulement, les buralistes qui auparavant étaient pieds et poings liés avec Bercy et avec les industriels défendaient un modèle où il ne fallait pas trop augmenter le prix des cigarettes, il ne fallait pas interdire la promotion, il ne fallait pas mettre en place le paquet neutre. Ils ont compris qu'il y avait une décision qui avait été prise par les chefs de l'État, le paquet neutre, le choc de prix, et que plutôt que de se battre contre ce qui allait arriver, il fallait proposer autre chose et changer de modèle. Et comment ils s'y retrouvent justement? Pour l'instant, ils vendent des vaporettes. Le système de tabac à chauffer, pour l'instant, ne marche pas en France, mais plus de confiserie, plus de jeux. D'autres produits. D'autres produits, de l'alimentation, peut-être pas toujours très bonne pour la santé, mais en tout cas, ils cherchent aussi d'autres sources de revenus parce qu'ils ont compris que la cigarette, ça n'était plus l'avenir des débutants de tabac. D'accord. Les barres chocolatées ont remplacé les paquets de Marlboro. Vous vouliez réagir? Oui, mais pour aller dans le même sens, hein, c'est-à-dire qu'effectivement, les industriels vendent une idée en ce moment qui est de dire on arrête la cigarette. Ce qu'ils oublient juste de dire, c'est mais on continue la nicotine, quoi. Donc ils sont en train de racheter, ils sont en train d'investir, comme vous le disiez très bien, effectivement, sur tout ce qui est de la nicotine dans les vaporettes, dans les cigarettes électroniques. Mais bien sûr. Donc on va conserver, on va garder les gens sous la meilleure pour la santé. Alors c'est un petit peu meilleur, mais on conserve l'addiction. C'est moins mauvais. C'est une belle façon de le dire, c'est moins mauvais. Mais on conserve les gens sous une cloche, on les garde sous l'emprise de la nicotine de façon à toujours avoir ces consommateurs potentiels. On attire également les jeunes, hein, il n'y a qu'à voir, il y a des dispositifs qui arrivent sur le marché, notamment aux États-Unis, qui sont absolument redoutables en matière addictive, hein, avec une espèce de cigarette électronique dont je ne citais pas le nom parce que ce n'est pas la peine d'aller vers ce genre de dispositifs, qui sont des sels de nicotine, qui sont extrêmement addictifs et qui, on le sait, de toute façon, plus ou moins brève échéance, amèneront vers la cigarette fumée, quoi. Donc penser que les industriels sont devenus de gentils moutons, il ne faut certainement pas l'imaginer, quoi. Une toute dernière question, celle d'un internaute qui a pris le pseudonyme du commentaire. Verra-t-on un jour la légalisation du cannabis comme au Canada? Vous le craignez, ça? À titre personnel, oui. Vous, et les Canadiens en reviennent. Enfin, certes, la société de santé publique canadienne est extrêmement inquiète de l'effet sanitaire de ce qui est en train de se passer au Canada, quoi. Et ce qui s'est passé déjà aux États-Unis, puisqu'on a le cannabis en vote libre, notamment au Colorado? Oui, il y a quelques retours d'expérience qui sont plutôt négatifs, quand même. À quel niveau? En termes sanitaires, quoi. En termes sanitaires, c'est-à-dire que les gens sont encore plus accros? Il y a des gens qui développent des addictions extrêmement puissantes, hein, et derrière, avec tous les problèmes sociaux et sanitaires que ça peut poser. Un comportement social et puis un problème de santé. Pour l'instant, est-ce qu'il y a des industriels du tabac qui seraient prêts à se positionner sur ce marché? Ils ont laissé entendre il y a quelque temps qu'ils pourraient le regarder si c'était légalisé, mais force est de constater qu'aujourd'hui, les industriels qui se sont le plus intéressés à la vente au marché du cannabis légalisé, ce sont les fabricants de spiritueux et les fabricants de boissons. Merci beaucoup pour ces précisions. Un témoignage personnel, c'est celui de vous encourager, si vous voulez arrêter, de ne jamais arrêter d'arrêter. Au bout d'un certain nombre de fois, on y arrive, ce qui fait qu'à la fin, on n'est pas un non-fumeur, mais on est un ex-fumeur. Pardon pour cette incise. On continuera de débattre sur ces questions. Demain, on revient sur un autre sujet de société qui a défrayé la chronique ces derniers jours. La violence à l'école. On reviendra notamment sur cette vidéo et sur le mouvement de professeurs qui témoignent justement des violences dont ils sont victimes. Comment en sortir? Qu'est-ce que peut faire l'État? Ce sera le thème des décrypteurs demain. D'ici là, vous restez sur Figaro Live. Emmanuel Ménard, député non inscrite de l'Hérault, rattaché au Rassemblement national, et l'invité de Yves Tréhard. Et ce soir, point de vue, ici même, avec Marie-Amélie Lombard, Denis Tillinac, Éric Nolot, Olivier Duhamel et Alexis Brézé.